Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de la SFEN. C'est Ludovic Dupin, je suis le directeur d'information de la SFEN. Et le 5 octobre dernier, la SFEN a publié son rapport sur la relance du nucléaire dans le monde en 2023. C'est la première édition de ce rapport que nous appelons en interne le rapport Monde. Et vous pouvez le retrouver sur le site de la SFEN dans la rubrique Nos travaux. Alors avec cet outil qui a vocation à être récurrent, la SFEN a voulu répondre à un besoin de documenter cette relance mondiale en langue française. Parce qu'on entend souvent dire que la France est un cas isolé, que c'est le seul pays à construire des réacteurs, à prolonger ses réacteurs, et on sait combien c'est faux. Il se passe beaucoup de choses dans le monde, et c'est ce que veut montrer cette étude. Alors pour cette première audition, le document s'est concentré sur les réacteurs qui produisent de l'électricité, des gros réacteurs de puissance ou des SMR, mais dans les études futures, on pourra parler d'autres domaines comme le cycle du combustible ou d'autres choses. Pour présenter le rapport Monde, on a le plaisir d'avoir Valérie Faudon, qui est déléguée générale de la SFEN, et Gaïc Legros, qui est l'un des auteurs de l'étude, qui est journaliste spécialisé de la RVN. Ils vont nous présenter l'étude pendant une trentaine de minutes, et puis comme à l'habitude, on prendra vos questions. Alors maintenant, pour les habitués, vous connaissez la procédure, on utilise le petit outil Slido. En haut de votre interface Teams, en haut à droite, vous avez un petit S noir sur fond blanc. En cliquant dessus, vous ouvrez une interface, et c'est là que vous pourrez poser vos questions, et surtout voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et respectant la démocratie, on posera les questions dans l'ordre du nombre de votes. Écoutez, sans plus entendre, Valérie Gaïc, je vous laisse la scène pour une trentaine de minutes. Merci beaucoup, Ludovic. Donc, ce rapport Monde, c'est un nouvel outil de référence de la SFEN. Alors, je voudrais juste vous rappeler un petit peu les outils de référence. C'est un grand événement pour nous. On a les fiches et on est en train de parler du nucléaire. On est en train de travailler sur la 4e édition. Le cahier des régions, sur lequel on a déjà fait 2 éditions. Le livre-banc, on est en 2e édition. Et le rapport eau, qui était un nouvel outil de suivi de la consommation des centrales en eau douce qu'on a publié au mois de juin. Donc, il s'agit d'un nouvel outil de référence qui, comme l'a dit Ludovic, a vocation à être mis à jour chaque année. L'angle qu'on a pris, c'est celui de la relance. Donc, je voulais citer Fatih Birol qui, dès novembre 22, disait voilà, Nuclear power is making a comeback and in a strong fashion. Ça a été confirmé dans son discours de la semaine dernière à Vienne, où il a non seulement dit qu'il voyait aujourd'hui dans le monde entier une relance du nucléaire, mais bien sûr aussi que ne pas se reposer sur le nucléaire aux côtés des renouvelables pour le futur énergétique de ces pays rendrait l'atteinte des objectifs de neutralité carbone à la fois plus coûteux et plus difficile, plus risqué à 2050. Donc, l'objectif de ce rapport, c'est de regarder les signes de la relance qu'on voit aujourd'hui. Cette relance, ce n'est qu'une promesse. Et chaque année, on se propose de voir comment elle se concrétise et vérifier bien que les enjeux sont bien adressés. Donc, elle s'appuie sur plusieurs outils. Donc, le premier, je peux venir à la slide précédente. Le premier, c'est notre veille qu'on fait dans la RGN, en particulier Gaïc, qui est avec moi, qui fait une veille toutes les semaines de ce qui se passe dans le monde et qui publie de nombreux articles. On s'est appuyé aussi sur le feedback des conseillers nucléaires dans les ambassades, donc j'en profite pour les remercier. Vous verrez qu'on a travaillé beaucoup sur des cartes, elles sont vraiment très belles, et les tableaux récapitulatifs, et on s'est appuyé sur des sources officielles. Donc bien sûr, l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence de l'énergie atomique, et l'AIEA, et puis les sources Eurostat de la Commission européenne. Voilà. Le document a été préfacé par l'IFRI. Voilà, donc premier point que je voulais voir, c'était donc une contribution significative du nucléaire aujourd'hui. Donc on entend souvent que le nucléaire n'a pas une contribution significative, mais le nucléaire est la 2e source d'électricité bas carbone dans le monde derrière l'hydro. Et elle est la première source d'électricité bas carbone dans l'OCDE, dans l'Europe, c'est le camembert de droite, et bien sûr aux États-Unis. Donc elle a aujourd'hui une contribution extrêmement importante dans un mix énergétique où vous voyez à la fois le charbon et le gaz sont très présents. Alors, si on regarde les scénarios de décarbonation, c'est très intéressant parce qu'ils viennent tous d'être remis à jour sur les 2 derniers mois. Alors, celui-ci, c'est le scénario net zéro de l'Agence internationale de l'énergie, qui est vraiment le scénario de référence que tout le monde utilise.
Alors, il vient d'être mis à jour il y a 15 jours. Et il y a 2 points essentiels. Alors, ce que vous voyez sur la partie gauche, c'est la différence entre la part des différentes énergies dans le mix électrique, entre la version précédente qui datait de 21 et la nouvelle version de 23. Donc, ce que vous voyez, c'est que par rapport à la version précédente, la part de l'énergie solaire a augmenté dans le scénario 2050, ainsi que la part du nucléaire. Et c'est lié au fait que, selon l'AIE, de plus en plus de pays se tournent vers le nucléaire avec un support, comme on va le voir, de l'opinion publique. En revanche, vous voyez qu'il y a une légère diminution de l'éolien dans le scénario 2050. Ce que vous voyez à droite, c'est ce que l'Agence internationale de l'énergie attend en termes de mise en ligne de capacité nette du nucléaire, avec, vous voyez, de nouvelles capacités très importantes sur la période 2030, 2035, 2040, un rythme d'addition de capacité nette qui est bien supérieur évidemment à ce qu'on fait aujourd'hui. Et compte tenu de la temporalité, ça veut dire des décisions maintenant. Alors, je voudrais rajouter que, ce n'est pas dans le rapport, mais l'AIEA a remis à jour, elle aussi, ses projections, cette fois-ci, ce ne sont pas des scénarios, mais des projections la semaine dernière, avec une augmentation des projections à 2050, avec un scénario bas et un scénario haut. Autant sur l'AIE, on est sur une part du nucléaire dans le mix électrique entre 9 et 10%. Sur l'AIEA, ils projettent entre 7 et 14%, 7% scénario bas et 14% scénario haut. Alors, regardons un petit peu maintenant ce qu'a fait l'OCDE. Donc, l'OCDE, ce qu'ils ont regardé, donc c'est ni un scénario ni des projections. Ce qu'ils sont posés comme question, donc l'Agence internationale de l'énergie, c'est de savoir est-ce qu'on pouvait aller au-delà du doublement et tripler en fait la production d'énergie nucléaire en 2050. Donc, ils ont regardé quelles pouvaient dans ce cas-là être les contributions à la fois de l'exploitation à long terme des réacteurs nucléaires, la construction de nouveaux grands réacteurs de forte puissance et la contribution de réacteurs de petite puissance. Donc, en effet, ils ont donc ces trajectoires-là qui permettraient donc de tripler la production nucléaire, donc aller au-delà des projections actuelles de l'AIE de doublement. Et cet objectif de triplement a été repris par les ministres de l'énergie pronucléaire de l'OCDE fin septembre dans la réunion qui a lieu à Paris avec la ministre française Agnès Pannier-Runacher, mais aussi les ministres japonais, américains, canadiens, enfin l'ensemble de l'OCDE et coréens. Voilà, donc en gros, le nucléaire a une contribution significative aujourd'hui et on attend un doublement, voire un triplement aujourd'hui de sa production pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques. Alors, cette contribution, elle est sur l'électricité. Elle est aussi, et ça on commence à le voir dans les travaux de l'agence de l'OCDE NEA, c'est des nouveaux usages. On commence à avoir des expérimentations dans le monde sur la chaleur urbaine. Donc, le grand exemple qu'on donne, c'est celui de la Chine, puisqu'on a un projet initié en 2020, donc il y a maintenant 3 ans, à Haiyang, avec aujourd'hui la construction d'une boucle de 23 km pour alimenter en chaleur à partir d'AP1000 1 million de résidents. Voilà. Donc ça, c'est très important puisque vous savez qu'en Chine, on a des réseaux de chaleur urbains qui sont principalement alimentés par des petites chaudières à charbon. Et donc, dès qu'on peut substituer évidemment de la chaleur bas carbone à ces outils actuels, on décarbone très vite. Alors, l'autre exemple important, toujours sur la chaleur, c'est celui de la chaleur industrielle. Donc là, on voit ce que vous voyez à gauche, ce qui est difficile à lire, c'est en fait un travail qui a été fait par l'OCDE de l'ensemble des besoins en chaleur de l'ensemble des industries, avec des caractéristiques de cette chaleur en termes en particulier de température. Et on a un premier exemple, puisque Dow Chemical au Texas a décidé d'un premier site d'expérimentation avec X-Energy pour un réacteur haute température pour justement faire des tests de décarbonation de chaleur industrielle pour les besoins de ces usines.
Alors, une question, c'est qu'on se dit, bon, voilà, mais tout ce nucléaire, mais est-ce qu'on aura assez de combustible? Donc, évidemment aussi, on s'est posé la question avec la guerre en Niger de quelle tension existait sur le marché de l'uranium. Donc, vous savez que le Niger est aujourd'hui un petit contributeur en termes de production, c'est que 4%, de même que la Russie n'est que de 6%. Et là, vous voyez qu'en termes de réserves, on a des réserves très importantes en Australie, au Canada. Donc, ce que dit un rapport du WNA en septembre, qui essaie justement de répondre à cette question, ils disent oui, on a les ressources minières pour faire face à un doublement, voire un triplement du parc en 2050. En revanche, il va falloir à moyen terme construire ces mines, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il faut à peu près entre 5 à 10 ans pour mettre en route une mine. Donc, il s'agit maintenant pour les compagnies minières de construire ces mines pour pouvoir garantir cet approvisionnement en uranium naturel. Dernier point sur lequel on met énormément l'accent dans ce rapport, c'est l'accès en financement. Donc, je vous recommande la lecture de notre note, si vous ne l'avez pas faite, qu'on a publiée l'année dernière sur comment financer le renouvellement du parc nucléaire. Et dans cette note, on expliquait l'importance de pouvoir avoir accès à un coût du financement compétitif du nucléaire. C'est même un objectif de coût de financement à 4%, parce qu'il y a un effet très important, une très forte sensibilité du coût de production du nucléaire au coût du financement. Donc, je voulais vous dire que c'était justement le point qui a été sorti du meeting des ministres de l'OCDE fin septembre. C'est un appel à des financements multilatéraux de la part des grandes banques, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et la Banque asiatique de développement. Donc ça reste un point très important et on s'attend à ce que les discussions se poursuivent au moins jusqu'à la COP28 qui aura lieu aux Émirats arabes unis en décembre. Et on attend justement un appel assez important de la communauté de ces ministres de l'énergie pour les grandes banques multilatérales. Donc, avant de passer la main à Gaïk, je voulais donc donner un petit peu un background, le background de cette relance, qui est évidemment celui du progrès du nucléaire dans l'opinion publique. Donc ça, c'est une étude qui est faite chaque année par EDF et qui est faite dans plus de 30 pays dans le monde et de plusieurs années. Donc, on a un retour sur les scores des différents pays. Donc, la façon dont la question est posée, elle est posée de la même façon dans tous les pays. C'est pour produire l'électricité dont vous aurez besoin à l'avenir dans votre pays. Êtes-vous favorable ou opposé à chacun des modes de production suivants? Donc là, on a les chiffres du nucléaire. Donc, vous voyez qu'il y a une progression extrêmement forte, de l'ordre de 7 points en un an dans le monde. Donc, ça, c'était 22 par rapport à 21. On n'a pas encore les chiffres 23, avec particulièrement un saut important en Europe, avec 11 points de gain en Europe, avec des pays comme l'Allemagne où on voit un gain de même 15 points. Voilà. Donc, c'est ce support accru de l'opinion publique va évidemment avoir une influence très forte sur les politiques qui vont être menées. Et donc, on va faire un petit peu le tour du monde. Je passe la main à Gaïk. Merci beaucoup. Alors, on parle de relance, c'est finalement la meilleure carte pour l'illustrer, c'est la carte de l'Europe. Puisqu'on a vu en Europe une relance, voire un réveil, avec des nouveaux programmes de construction, notamment en France, c'est le programme PR2, notamment en Pologne, avec un programme de 6 à 9 gigawatts. Au Royaume-Uni, il y a 2 EPR en construction et puis le projet de Sizewell C qui est projet de répéter finalement Hinkley Point C. Il y a la République tchèque également pour Dukovany. Donc, vous voyez tous ces retours de programmes finalement de construction neuve sur de la grande puissance. Mais il est vrai aussi qu'il y a un intérêt pour la petite puissance. C'est notamment, on peut citer le cas de Neward, qui est revu par 3 autorités de sûreté en Europe, dont la France, la République tchèque et la Finlande. On peut citer le cas de l'Estonie, qui regarde plusieurs SMR, et c'est le cas aussi de la Pologne. Et il y a donc une volonté finalement politique aujourd'hui que l'on voit sur cette carte à travers l'alliance du nucléaire,
Donc on a 15 pays signataires en mai 2023, avec des objectifs annoncés que le nucléaire pourrait contribuer jusqu'à 150 gigawatts en 2050. Et donc on sépare dans la carte, on peut voir qu'on sépare les pays de l'Alliance et ceux qui ont des projets. Les projets, c'est-à-dire qui sont clairement identifiés avec un site, avec un nombre de réacteurs annoncés. Il y a d'autres pays comme la Suède, par exemple, qui sont en train de regarder, ils ont besoin de modifier un peu leur juridiction avant de pouvoir finalement déplafonner le nucléaire pour annoncer de nouveaux projets, mais on voit qu'il y a un dynamisme très important sur l'Europe. Et enfin, sur l'exploitation longue durée, c'est aussi un point important, puisque ça s'est généralisé en Europe. C'est notamment le cas au-delà des 40 ans, donc en Belgique et en Espagne, malgré une politique de sortie du nucléaire, et c'est le cas à part l'Allemagne, bien sûr, le cas partout en Europe. Donc, je vous ai parlé un peu de SMR et de ce qu'on appelle la LTO, donc l'exploitation de longue durée, l'exploitation à long terme. Les États-Unis, ça c'est vraiment un axe fort de la politique américaine, où on peut voir sur la carte un nombre important d'unités qui possèdent déjà des licences à 60 ans pour la grande majorité, pour 78 réacteurs autorisés, déjà 6 jusqu'à 80 ans. Donc alors, il est important de préciser qu'aux États-Unis, la licence d'exploitation se donne pour 40 ans et après se prolonge par tranche de 20 ans, là où en France, c'est par tranche de 10 ans. Et c'est pour ça qu'on a des autorisations déjà jusqu'à 80 ans et finalement, les plus anciens réacteurs du parc sont mis en service au début des années 70 actuelles. Donc, il y a une avance par rapport à d'autres pays sur le sujet de l'exploitation à long terme. Et dans le domaine des SMR, alors on a vu qu'il y a beaucoup de projets de longue durée, il y a un soutien très fort du gouvernement et il y a des sites potentiels qui sont identifiés. Là aussi, on voit une avance forte et un dynamisme très, très important du côté des États-Unis. Alors, la relance, ça a été aussi pour certains des revirements sur des fermetures. On se rend compte que finalement, on ne se passe pas du nucléaire comme ça. La nécessité du nucléaire et de l'importance d'avoir du nucléaire. Donc, on a noté notamment le cas californien, la Belgique. Il y a une prolongation de 10 ans de 2 unités. Et alors, l'Allemagne qui n'a pas fait de revirement, mais où il y a des discussions notamment du CDU, qui est quand même qui était le parti d'Angela Merkel, sur est-ce qu'on voudrait redémarrer les centrales si on était au pouvoir. Donc on a vraiment des questionnements et c'est aussi un point de la relance qu'on observe aujourd'hui. Sur le sujet de la construction, l'exemple chinois, il montre beaucoup de choses. Il montre déjà l'efficacité de la construction en série. Il montre un dynamisme qui est très important. On a pris un pas de temps pour l'expérience de 5 ans en séparant par la couleur les unités mises en service avant 2018 et après 2018. Donc depuis 2018, c'est quand même 22 réacteurs mis en service. C'est pour les réacteurs de 3e génération, donc le Hualong 1 ou HPR1000, c'est des réacteurs construits entre 5 et 8 ans. Des durées de construction, disons, compétitives. Et la deuxième chose qui est très importante avec cette carte aussi, c'est qu'on voit la concrétisation de certains projets concernant les réacteurs de technologie avancée.
Vous avez affiché notamment le petit picto rose à Shidao Bay, qui est un réacteur à haute température, le HTRPM, qui est en service. Et vous avez notamment un peu au milieu, à Chiapu, j'ai fait un peu de mandarin, mais mon accent mandarin, c'est pas ça. Il y a 2 unités en construction, lancées en 2017 et 2020 de mémoire, donc 2 réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Donc on a un acteur complet et qui construit et qui est plutôt dans la continuité. On parlait de relance pour l'Europe, de réveil même. La Chine, c'est un renforcement. On est quand même dans la continuité d'une politique en faveur du nucléaire dans le but de répondre à une forte demande d'électricité. Pour la France, on distingue 4 grands programmes en cours. Donc, on le disait, l'exploitation à long terme s'incarne à travers le projet de grand carénage. Pour le renouvellement du parc qui s'incarne par le programme EPR2, donc 3 paires de PR2 et études sur 4 paires supplémentaires avec la mise en service de la première unité en 2035. Neward, qui est en développement et qui est à la fois pour l'export et pour un usage national, qui pourrait être d'ailleurs pour un usage électrique ou non électrique. Et enfin, l'appel à projet France 2030, où on a vu un grand nombre de startups se manifester dans toutes les technologies. On a vu foisonner un peu comme ce qui se passe ou s'est passé du côté des États-Unis. Sur cette carte, on voit apparaître la filière nucléaire française à travers ses sites majeurs et ses sites, notamment avec les sites EPR2 qui sont notifiés. Voilà, ça c'est un peu plus connu de tous, je pense. Donc je vais continuer et conclure sur cette partie-là où en fait il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet des nouveaux enjeux géopolitiques. Donc la carte, là, l'exemple pris, c'est la carte de la Russie, qui est le premier exportateur mondial avec 19 réacteurs en projet ou en chantier. Sur la carte, on observe les centrales, donc les centrales où il y a des réacteurs en construction. Certaines centrales peuvent avoir une unité qui est en service ou une unité qui n'est pas commencée, mais ça affiche vraiment les projets et les chantiers. Et on a vu finalement qu'il y a une forte concurrence aujourd'hui entre les différents acteurs dans les pays qui sont finalement capables d'exporter des réacteurs. Alors on a bien évidemment, on a la France, on a les États-Unis, on a la Russie, on a la Chine et on a la Corée du Sud. Et on a une concurrence assez vive entre ces acteurs, malgré une relance importante, malgré des programmes importants, malgré oui, on peut dire le peu de pays qui sont capables d'exporter des réacteurs. On va avoir, et on a aujourd'hui, une forte rivalité, une forte concurrence entre les acteurs. Alors, pour la Chine, ils sont plutôt tournés vers l'intérieur. Il y a eu des projets, mais qui ne se sont pas faits au Royaume-Uni. Et il n'y a pas beaucoup de projets. Il y a un projet en Argentine, mais où il n'y a pas forcément de grandes nouveautés à ma connaissance. Là où on voit finalement on trouve toujours plus ou moins les mêmes acteurs, souvent en face de l'offre française. On trouve notamment l'offre américaine avec le réacteur AP1000 et on trouve l'offre coréenne avec les APR 1400.
Et sur d'autres axes, d'autres pays, comme on voit là, la Russie qui pivote un peu vers l'Est, hein, on voit avec la carte, qui propose des réacteurs, alors notamment en Inde, en Chine, et qui séduit les primo-accédants, puisque pour la Turquie, l'Égypte et le Bangladesh, ce sont les premières centrales du pays. Donc voilà, donc oui, j'aime vous retrouvez dans le rapport des focus géographiques plus par pays. Je suis ravi de pouvoir répondre à toutes les questions que vous pourrez nous poser. Merci beaucoup. Merci Valérie, merci Gaël pour ce... Alors c'est un tout petit tour du rapport, très honnêtement. Le rapport est beaucoup plus long. Là, vraiment, ils ont fait l'effort de condenser tout ça. On a déjà beaucoup de questions, donc je vous rappelle le jeu. Hein. Les questions se posent par Slido, donc le petit S en haut à droite de l'interface Teams. Et surtout, donc, il y a déjà une quinzaine de questions. Vous pouvez voter pour les questions. On va commencer par prendre les premières. Quelles sont les CNPE françaises qui pourraient être concernées par la cogénération? Et on nous remercie pour la présentation. Donc aujourd'hui, EDF a dit qu'il ne souhaitait pas faire de la cogénération sur les centrales existantes, mais qu'il était ouvert à regarder pour les nouvelles installations. Donc on sait déjà, puisqu'on a déjà fait le débat Panly, qu'il n'y aura pas de cogénération à Panly. En revanche, on a vu une publication d'EDF sur Neward. Je vous invite à la regarder. Ils ont publié un rapport où ils étudiaient un petit peu le potentiel de la chaleur. Et je pense que la décision n'est pas encore prise, mais on sait vous savez qu'on va demander, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'il y ait une première construction, voire deux paires de Neward qui soient inscrites dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et il est très fortement question qu'il y ait de la cogénération sur ces premiers sites Neward, puisque Neward a été développé avec une option de cogénération qui a été conçue dès le départ comme ça. Alors bien sûr, quand on regarde un petit peu tous les projets des AMR, enfin des réacteurs avancés dans le cadre de France 2030, ont quasiment tous de la cogénération. Alors, certains ne font même que de la chaleur. Alors, donc c'est quelque chose qui est en effet identifié comme un besoin. Et dans le cadre de ce qu'on a pu voir sur les projections françaises de la future SNBC, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés à boucler sur la décarbonation de la chaleur à 2050, principalement parce qu'ils ont du mal à évaluer les ressources exactes de biomasse. Donc, il y a un fort potentiel de contribution sur le nucléaire, sur la chaleur, quelque chose de complètement nouveau. Hein, voilà. Merci Valérie. En France, c'est bon. Autre question. Dans le cadre de la relance, y a-t-il une place pour les réacteurs à neutrons rapides, autres que les SMR développés par les startups, autres que les AMR développés par les startups? Donc, y a-t-il de la place pour les réacteurs à neutrons rapides? On le voit dans le cadre de la relance américaine, dans la carte que montrait Gaïc. On voit que la relance aux États-Unis, c'est vraiment long-term operation, jusqu'à 80 ans, et investissement dans les petits réacteurs, dont certains sont des réacteurs de 4e génération. Ouais. Il y a beaucoup de projets. Ouais. Dans une des premières slides, Valérie, tu nous présentais les ressources d'uranium disponibles. Ça a soulevé une question. Il y a l'uranium en quantité, mais on va manquer de capacité d'enrichissement traditionnelle et d'ALE, de capacité à produire de l'uranium moyennement enrichi. Alors, il y a marqué CF Russie, donc la guerre en Ukraine en Russie qui a coupé les liens. Est-ce que ça pourrait être un frein à la relance? Oui, ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Comme on était en première édition, on a fait l'impasse sur un certain nombre de sujets. Le premier, c'est les installations du cycle. Voilà. Et le second, c'est la supply chain. Et je dirais que même sur la supply chain, on n'a pas de rapport en fait aujourd'hui, à part le travail qui a été fait en France par le GIFEN. On n'a pas de travaux sur la supply chain mondiale, mais c'est vraiment 2 points identifiés. Ce qu'on peut dire, mais ça vous le savez déjà, c'est qu'il y a un plan en France pour augmenter la capacité de production de GB2, et c'est vraiment pour l'export, c'est-à-dire pour aider
les pays occidentaux à sortir de leur contrat avec la Russie. Et on attend aussi un appel à projet, je crois de manière imminente aux États-Unis pour la construction de nouvelles capacités d'enrichissement dans lequel Orano va conquérir. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient remettre une proposition. Voilà. Alors, ce qu'on sait aussi sur le HALEU, c'est que ça sera un frein, et ça a déjà été identifié comme un frein au développement des AMR aux États-Unis. Voilà. On a vu que Centreuse, je crois, la semaine dernière, a annoncé qu'ils commençaient à produire, mais on a vraiment des échos des États-Unis, comme quoi ça va être vraiment un problème pour le démarrage de leur projet AMR. Donc, oui, juste pour... Effectivement. Oui, non, c'est juste pour donc le HALE ou HALEU, qui est un combustible moyennement enrichi. C'est un monopole russe. Donc, les États-Unis, effectivement, essaient de s'en dépatouiller. Il me semble que TerraPower, l'entreprise de Bill Gates, avait justement annoncé que qu'ils n'allaient pas avoir le combustible désiré pour respecter leur calendrier de développement de leur réacteur. Voilà. Ce qui est compliqué pour les enrichisseurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont en effet une forte demande de la part de clients qui veulent se désengager de leur contrat russe, mais ils souhaitent vraiment un engagement sur le long terme parce qu'il y a des investissements industriels très importants qui doivent être faits et ils veulent bien sûr des garanties sur la demande, c'est-à-dire que si les choses changent en Russie, d'ailleurs, c'est ce qu'on espère tous, que les clients ne repartent pas en Russie, voilà, qui est vraiment un engagement fort des clients. C'est pareil d'ailleurs pour le HALEU. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Effectivement, si les questions vous intéressent, la RGN vient de publier un article sur justement cette usine d'enrichissement de Centrus Énergie aux États-Unis qui attend d'avoir des clients pour augmenter sa production. Alors, question suivante. Alors, question très engagée, mais je cite, l'Allemagne a fait une funeste erreur, une erreur funeste, donc j'imagine en fermant ses réacteurs. Peut-elle ou va-t-elle revenir en arrière? Et quid de l'Italie, effectivement, qu'on a vu dans l'Alliance du nucléaire? Y a-t-il un retour possible sur le nucléaire, du coup? Alors, on a publié un article qu'on a fait d'ailleurs valider par l'association, le forum allemand, pour savoir si les centrales pouvaient redémarrer en Allemagne. Donc, je vous invite à le regarder parce qu'il y a donc des informations qu'on a et des informations qu'on n'a pas aujourd'hui et que même le forum allemand n'a pas. Mais c'est vrai qu'on a entendu cet été, à la fois, comme l'a montré Gaïc, des demandes de la part de la CDU et du parti FDP, qui est un parti de la coalition. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une option. On n'a pas vu de signe encore en Allemagne, à part sur la fusion nucléaire, où ils ont annoncé un investissement d'1 milliard, je crois, sur un redémarrage nucléaire en Allemagne. Par contre, en Italie, il y a beaucoup de choses qui se passent, énormément de réunions de tous les industriels, de tous les ministères et toutes les agences d'État concernées. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en Italie, avec une annonce d'Edison, voilà, sur éventuellement du New World, je crois. Et puis, bien sûr, il y a Nucléo, qui est lauréat du concours France, en fait, de l'appel à projet France 2030, mais qui a aussi une forte présence en Italie. Donc, on voit en effet beaucoup de choses bouger sur l'Italie. L'Italie a signé la déclaration des 15 pays pro-nucléaire européens. Et j'ajouterais qu'ils disposent encore d'une industrie qui participe à des projets nucléaires, comme notamment des opérations, on va dire, de grand carénage sur les réacteurs en Roumanie, à Cernavoda. Il y a Ansaldo Nucléaire donc, qui est partie prenante. Et j'en avais un autre, mais qui m'a plat. Mais on a un focus international qui sort là dans la dernière RGN. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui bougent et il y a une industrie qui est avide de participer. Ils ont aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de former des ingénieurs nucléaires. Et donc, ces ingénieurs nucléaires sont actifs, en particulier en France. Il y en a beaucoup. Oui. Ils ont créé une association qui s'appelle SPIN. Donc, il y a beaucoup de signes très encourageants en Italie. Merci beaucoup. Une question sur la Russie. Comment la Russie fait-elle pour financer des projets de réacteurs au Burkina Faso, au Mali ou ailleurs en Afrique?
J'en profite pour mêler ça à une autre question qui est un peu plus loin, où on se demandait est-ce que c'était bien sérieux de faire des réacteurs, que la Russie finance des réacteurs au Burkina Faso, ou est-ce que ce n'était pas un peu dangereux pour la filière? Donc, premièrement, comment est-ce que la Russie finance ses projets? Et deuxièmement, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que, alors, je n'ai pas vérifié, mais on a vu cet article, il y avait pas mal d'erreurs dans l'article, hein, je dois dire. J'ai pas vérifié quel était le statut du Burkina Faso par rapport au programme d'entrée sur le nucléaire des nouveaux excédents de l'AIEA, mais c'est la première fois qu'on en entend parler, donc je ne sais pas du tout où ils en sont dans leur programme d'entrée de nouveaux excédents de l'AIEA. Voilà. Ce qu'on sait sur le financement russe, c'est qu'il y a des combinaisons de prêts interétatiques et aussi d'export financing. Voilà. C'est parce que bien avant la guerre en Ukraine, on les avait rencontrés quand on avait écrit le papier sur le financement. Et donc, c'est ça qu'ils nous avait expliqué. Voilà. Donc, il y a en effet, je parlais tout à l'heure des financements multilatéraux qui sont quasiment inexistants sur le nucléaire. Par contre, il y a du financement bilatéral russe et aujourd'hui américain qui arrive en Europe. Sur la seconde partie de la question, est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire des réacteurs au Mali ou au Burkina Faso? En fait, notre position, c'est que si les pays satisfont tous les critères de l'AIEA, ils ont donc les capacités pour faire du nucléaire. Voilà. C'est pour ça que je disais que je ne sais pas du tout où ils en sont sur les critères. On a vu, je crois que la Pologne a reçu justement a passé cette étape auprès de l'AIEA. Voilà. Ok. Alors, on revient à la France. Pensez-vous que la relance que propose le gouvernement nous permettra de surmonter l'effet falaise qui affectera notre parc? Alors, pour mémoire, l'effet falaise, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait que tous les réacteurs français ont été construits sur très peu de temps, en une dizaine d'années. Du coup, ça devrait tous fermer au même moment si on les ferme à la même date. Donc voilà, est-ce que donc, le programme de 6 EPR2 ou 14 EPR2 permettra de surmonter l'effet falaise? Alors, pour nous, la relance, ça comprend, si je reprends la slide qu'a montré Gaïc, les 4 programmes en cours, donc le programme de prolongation du parc existant. Donc, il y a en effet des scénarios RTE qui montrent qu'on arrive à surmonter l'effet falaise sans aller au-delà de 60 ans, mais nous, on pense qu'il faudra pouvoir exploiter un certain nombre de réacteurs au-delà de 60 ans pour justement lisser cet effet falaise, qui est restée ouverte dans la concertation gouvernementale de cet été sur la future loi de programmation énergétique. Mais nous, on pense bien sûr que sous réserve de l'autorisation de l'autorité de sûreté, de pouvoir prolonger un certain nombre de réacteurs au-delà de 60 ans permettra de mieux gérer cet effet falaise et de lisser la fermeture des réacteurs du parc dans le temps. Alors, question suivante. Dans le cadre de cette relance du nucléaire, savez-vous si les ressources allouées au démantèlement seront réduites? A priori, les ressources allouées au démantèlement, elles ont déjà été provisionnées. Et donc, la loi oblige les industriels à provisionner ces ressources. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un effet de la relance sur la disponibilité de ces ressources. Je ne sais pas si c'est de ça qu'on voulait parler. Mais... Je suppose. Alors, question technique, la suivante, c'était peut-on revisionner cette conférence en replay? Oui, elle sera diffusée sur le site YouTube de la SFEN d'ici quelques jours. Alors, question sur les États-Unis. C'est amusant, il y a un contraste de la présence du nucléaire entre l'Est et l'Ouest californien, où l'activité économique est pourtant très élevée. Comment expliquer cela? C'est vrai qu'on voyait sur la carte que tout était vraiment côté Est. Ouais. Alors ça, je ne peux pas vous dire parce que je pense que ça tient à l'histoire, j'imagine, de la façon dont les centrales nucléaires se sont construites. Pas d'autres réponses non plus. Non, un point très important qui était dans le slide qu'a montré Gaïc, c'était la décision quand même sur Diablo Canyon, puisque c'est le même gouverneur démocrate qui avait été élu avec un programme de fermer Diablo Canyon qui a décidé de changer d'avis et d'apporter un soutien financier au maintien de Diablo Canyon en opération. Et pour nous, c'est un point très important parce que c'est un point symbolique extrêmement fort.
Question suivante. France 2 vient de diffuser un reportage. Ah oui, jeudi dernier, il y avait un reportage de complément d'enquête sur les déchets nucléaires. France 2 vient de diffuser un reportage de qualité très mitigée sur la potentielle saturation des espaces d'entreposage de combustibles irradiés. Comment cette problématique est-elle gérée dans le cadre de la relance? La relance française, du coup. Alors, en fait, il y a 2 points assez importants. Enfin, le premier point, c'est que dans, je crois que c'est 1100 tonnes qui sont déchargées chaque année, enfin, qui sont envoyées à La Hague. Il y a 1000 tonnes qui sont des combustibles usés, mais qui sont issus de l'uranium naturel. Donc, ceux-là peuvent être entreposés à La Hague et retraités et recyclés. Mais il y a environ 100 tonnes qui sont des MOX usés ou des URE usés par an. Et ça, on ne dispose pas aujourd'hui de technologie de multi-recyclage. Donc, en effet, la stratégie, c'est de construire une nouvelle piscine, qui est celle qui est passée l'année dernière en concertation publique à La Hague. Et cette piscine qui est bunkerisée permettra de stocker, enfin d'entreposer, pardon, excusez-moi, ces combustibles en attendant de disposer d'une solution de multi-recyclage. Donc, ces solutions de multi-recyclage, on y travaille, que ça soit par la voie RNR, donc c'est le programme France 2030, où on espère pouvoir avoir la construction d'un prototype lancé parmi les candidats à partir de 2030, et donc de pouvoir, à partir de 2035-2040, avoir suffisamment de retours d'expérience pour avoir une décision sur un lancement d'un programme industriel de réacteurs de 4e génération. Et en parallèle, il y a une autre solution qui est développée, qui est le multi-recyclage en REP, en EPR2. Et sur cette partie-là, on a un article qui a été publié, je crois que c'est pas la dernière GRGN, mais c'est le juste avant, par la section technique 5, et qui explique bien où ils en sont. Ils ont fait beaucoup de travaux récents qui sont peu connus sur le multi-recyclage. Donc, il y a 2 voies. Et disons que ces 2 voies, elles ont au moins un point commun, c'est le retraitement dans l'usine de La Hague des MOX usés, qui doit faire partie des réflexions en cours sur l'après 2040 à La Hague. On saute de la France à la Chine. Est-ce que les Chinois veulent diffuser leur nucléaire à travers la route de la soie en Afrique? C'est vrai qu'on a vu que les Chinois n'étaient pas très exportateurs pour l'instant. Donc, quid des exportations chinoises, alors vraiment spécifiquement en Afrique, mais ailleurs dans le monde aussi. Alors, sur le sujet, c'est vrai, en fait, en Chine, il y a un besoin d'énergie qui est assez, besoin d'électricité qui est assez phénoménal. Et ils sont effectivement tournés vers leurs besoins. On est en 2020 à 63% de charbon pour le électrique. Et il y a quand même les 2 réacteurs de Karachi. Les 2 réacteurs de Karachi, il y a quand même eu un projet d'export. Après, pour la route de la soie, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Après, ils sortiront sûrement aussi aux Russes sur la route de la soie. Je pense que la Russie proposera toujours des réacteurs VVER dans ce coin-là. J'ai pas, à ma connaissance, non. L'export, effectivement, c'est plutôt effectivement sur l'interne aujourd'hui. Alors, ce qu'on a vu, on a vu aussi c'est un peu un grand retour de la géopolitique. Hein. On a vu en Argentine, les Chinois ont signé des contrats en Argentine, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Je crois que les Américains essayent de revenir dessus. Et on voit même en Afrique aujourd'hui, les Américains arriver aussi. Donc, il y a des grands enjeux géopolitiques, justement, entre la Russie, la Chine et puis les Américains sur les nouveaux entrants. Et bon, le retour de la géopolitique est important. D'ailleurs, dans le rapport Monde, vous verrez que la préface est signée par quelqu'un de l'IFRI qui parle de ce retour de la géopolitique et l'impact que ça a sur le nucléaire, et notamment sur le nucléaire européen. Enfin, on voyait que la Chine, il y a quelques années, était active au Royaume-Uni, un peu en Roumanie, etc. Et que là, maintenant, ils sont sortis. Voilà. Comme j'ai dit en introduction, Valérie et Gaïc ont fait un effort de condenser les pays, les éléments, mais justement, on a une question sur un point que vous n'avez pas abordé, mais qui est bien dans le rapport.
Quid du Japon? Y a-t-il une relance? Y a-t-il un réveil? On a vu les annonces de prolongation. Y a-t-il des constructions ou des projets? Alors, construction ou projet, ça va peut-être un petit peu loin, mais on parle déjà de. Ils ont mentionné, le Premier ministre a mentionné l'idée de construire. Alors qu'avant, il disait toujours la construction n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est redémarrer le parc. Il y a, il me semble, 11 réacteurs qui ont redémarré sur 33 qui sont opérables. Donc il y a un chantier énorme déjà de ce côté-là. Mais effectivement, il y a quand même une volonté. Il y a eu la présentation de nouveaux réacteurs des industriels japonais, de réacteurs Gen 3, juste après cette déclaration du Premier ministre. Donc il y a une relance, une prolongation de mémoire. En fait, il y a une limite, il y a une sorte de plafond à l'exploitation des réacteurs. Et les exploitants ont demandé à ce que l'arrêt des réacteurs de cette décennie post-Fukushima leur soit pas décompté du temps d'exploitation. Donc on a du coup mathématiquement une prolongation de l'exploitation. Voilà, donc on a quand même prolongation d'exploitation et nouveaux projets. On a des Japonais aussi qui participent au projet américain, GE Hitachi pour le BWRX 300 et aussi un peu côté NuScale avec différents acteurs. Mais bon, côté Japon, ça reste forcément un peu plus timide que ce qu'on peut connaître aux États-Unis, par exemple. Merci, Gaïk. Alors, je vois des mains se lever, donc on ne prend pas les questions orales, vraiment posez vos questions dans Slido, donc le petit S noir sur fond blanc en haut à droite pour vos questions ou pour voter pour les questions. Il y en a encore plein. On revient en France. Y a-t-il des sites proposés en France pour les réacteurs innovants des lauréats de France 2030? Alors, pour rappel, France 2030, c'est un programme lancé par Emmanuel Macron en 2021 et il y a un appel à projet pour des réacteurs innovants, donc des AMR, Advanced Modular Reactor. Et il y a eu 2 premiers lauréats qui ont été annoncés, Nucléo et J'ai un trou, vous allez m'aider. Et donc, y a-t-il des sites proposés en France pour implanter ces réacteurs? Alors, la réponse est non. On a fait la semaine dernière notre convention avec un certain nombre de startups et ils ont dit que c'était une de leurs plus grands besoins, c'est qu'ils avaient besoin de sites. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a eu aucun site annoncé. Mais il faut savoir, en fait, je pense qu'il y avait une différence, enfin, je parle sous ton contrôle, Ludovic, parce que c'était dans ta table ronde, entre, je pense qu'il y a Jimmy qui a dit qu'il voulait aller directement sur le site d'un client, mais les autres avaient l'air de dire qu'ils aimeraient avoir un site nucléaire existant pour faire leur prototype. Donc, ils ont fait donc, merci pour le commentaire. Le deuxième lauréat, c'est Naarea. Nucléo et Naarea. Désolé. OK. WNA et l'AIEA annoncent des puissances énormes de nucléaire. Effectivement, Valérie, tu parlais de triplement de la puissance installée à l'horizon 2050. Donc, WNA et l'AIEA annoncent des puissances énormes de nucléaire. Quelle garantie y a-t-il qu'on y arrive cette fois? Ouais. Alors, en fait, je voulais être un peu plus précis. Alors, il y a, en fait, l'AIEA, eux, ils parlent d'un doublement et c'est plus, ils réfléchissent en termes de ce dont on a besoin pour atteindre l'objectif de décarbonation. L'AIEA, c'est une projection et l'OCDE, le triplement, c'est plutôt pour tripler, est-ce qu'on pourrait tripler? Voilà. Donc, le chiffre qui a été repris par celui de WNA, c'est celui de l'OCDE-NEA. Donc, dans les discussions intergouvernementales qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent, il y avait vraiment 2 sujets qui ont été saillants. Le premier, ça a été le financement. Et le second, ça a été la capacité industrielle, hein, qui est plutôt renvoyée aux industriels. Mais quand on demande aux industriels de quoi vous avez besoin pour arriver, eux, ce qu'ils demandent, c'est de la visibilité et de la certitude sur les programmes politiques. Ils disent, si vous nous donnez une visibilité, nous, on s'organisera et on investira. Voilà. Mais sans visibilité, on ne peut pas investir. Voilà. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui sont aussi dans les mains des politiques, même pour la réussite industrielle.
Comme je disais, nous, on a bien identifié ce sujet de la supply chain. On manque de données aujourd'hui. On espère pouvoir couvrir ce sujet l'année prochaine, quand on aura plus de données sur ces sujets. Nous, pour ce signal politique, il y a eu ce grand rendez-vous à l'OCDE il y a 2 semaines, début octobre, où une vingtaine de pays sont réunis pour lancer une impulsion. Donc, on espère que ce message politique vienne renforcer les désirs industriels. Un des points, je me rappelle, qu'a dit Ansaldo, qui était assez intéressant, c'est qu'il disait par rapport aux années 80-90, où chaque pays essayait d'avoir sa supply chain, donc il dit vraiment ce que cherchent aussi les industriels comme lui, c'est d'avoir un marché international, ce qui lui permet aussi, lui, de sécuriser son carnet de commandes. Donc, il y a une très forte volonté de la part de ces industriels. Ils sont prêts à investir s'ils ont du business, en fait, et s'ils ont une visibilité sur ce business. Et cette visibilité, elle doit venir des politiques. Voilà. Retour en Chine, le droit du travail est franchement pas désirable en Chine. N'est-ce pas un peu piégeux de comparer ce qui se passe dans ce pays avec les objectifs européens, voire français? Alors, c'est sûr qu'on a des données sur le fait qu'ils travaillent un nombre d'heures plus important, etc. Mais on a aussi des données que, d'abord, les conditions de travail dans l'industrie nucléaire sont très différentes des conditions de travail dans les autres secteurs en Chine. Et d'ailleurs, que sont du coup des jobs recherchés dans l'énergie par rapport à typiquement le charbon ou ce qui se passe dans les énergies fossiles. Et l'autre point aussi, c'est qu'on a vraiment aussi des données sur le fait que les gens qui travaillent sur ces chantiers ont déjà l'expérience de plusieurs chantiers. Et ça, on l'avait déjà comme feedback des gens qui travaillaient à Taishan. Ils disaient qu'ils avaient comme collègues des personnes qui avaient travaillé sur déjà plusieurs chantiers. Voilà. Donc, ils avaient acquis une grande expérience. Voilà, on n'a pas plus de données que ça à vous donner. Je crois qu'on a des données sur, en effet, le nombre d'heures, en fait, la façon dont les chantiers sont organisés. Alors, on ne les a pas mis dans le rapport, mais je pense qu'on doit avoir ça quelque part et on devrait le trouver. En effet, sur l'organisation du travail sur les chantiers. Ok. On passe notre temps à sauter entre la Chine et la France. Donc, on vient en France, on a un bilan carbone déplorable. Est-il réaliste de penser que les petits acteurs privés type Jimmy se voient autorisés à développer des SMR en France, des AMR en France, ou est-ce que New World, donc le SMR, le gros SMR, risque d'emporter tout le marché? Alors bon, ça on ne sait pas, en fait, évidemment. En revanche, il y a un certain nombre de petits acteurs qui développent des réacteurs qui sont capables de fournir de la chaleur à très haute température. Voilà, donc qui sont sur des marchés ou des besoins potentiels que ne peut pas satisfaire New World avec de la Gen 3. Donc nous, à ce stade, on n'a pas d'informations, si ce n'est qu'il y a en effet des besoins. Pour tout vous dire, on travaille sur un papier pour identifier les besoins de chaleur, qui sera un petit peu nouveau pour nous, pour les cartographier, voir à quelle température ils sont. Donc on est en train de reprendre les travaux qui avaient été faits par l'encre il y a une dizaine d'années, pour pouvoir les compléter et pouvoir avoir aussi un papier qui donne de la visibilité sur les domaines de chaleur sur lesquels le nucléaire pourrait contribuer. Les instabilités géopolitiques qui se développent ne vont-elles pas avoir un impact sur la diffusion de l'électronucléaire dans le monde? Effectivement, le monde est très instable. C'est un peu ce dont parle la préface du rapport. Mais Valérie Lougaïc, comment ça va impacter cette relance? Alors, pour l'instant, ça impacte positivement la relance, puisque en fait, la plupart des programmes nucléaires dans les années 80, ils avaient été développés en réponse à l'instabilité des marchés de l'énergie. En revanche, ce qui était assez intéressant fin septembre, c'est qu'on avait vraiment une réunion des pays de l'OCDE, avec une volonté de collaboration à l'intérieur de l'OCDE. Donc, on verra, la semaine dernière, c'était à l'AIEA, il y avait une discussion assez importante, les Russes et les Chinois étaient présents. On va voir comment ça va se concrétiser sur les coopérations intergouvernementales à la COP28.
Le réveil de l'Europe, finalement, c'est quand même consécutif à la guerre en Ukraine. Il y a un impact, il y a forcément un impact important dans la façon de voir l'énergie, notamment des décideurs. Absolument. Alors, la remarque suivante, ce n'est pas tellement une question, c'est un commentaire. Vous me direz si on peut y répondre ou en tout cas, elle a eu des votes. Donc, je respecte la démocratie. Les RNR générateurs sans plutonium, c'est physiquement impossible. La physique est-elle différente aux États-Unis? Alors là, ça dépasse mes compétences. Je crois qu'il y a des gens qui sont certainement là qui pourraient répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça. D'accord. Je voulais vous dire quand même qu'on est en train de préparer un rapport là-dessus. Voilà. Donc, on y répondra. Et voilà, mais donc, je ne maîtrise pas ce sujet encore, mais quand le rapport sera terminé, oui. Ça marche. On revient au Japon. Le Japon a beaucoup d'idées derrière la tête dans le nouveau nucléaire. Toutefois, en ce qui concerne la gestion des déchets, où en sont-ils et qui en sont les acteurs? Alors, on n'a pas beaucoup regardé sur les acteurs. Enfin, je crois que Lokashomura n'est pas encore en service. Je dis des bêtises, mais je crois qu'ils ne sont pas encore en service, qui était l'usine de retraitement des combustibles. Comme on a regardé, comme on disait pour ce rapport, les réacteurs, à focus réacteur, et encore plus les réacteurs de puissance, je n'ai pas beaucoup de vision là-dessus. Ouais. C'est peut-être un truc à rajouter pour la. Ouais, ça s'intéressera plus sûrement au combustible dans la deuxième itération du rapport mondial. Effectivement, on avait choisi de se concentrer sur les réacteurs parce qu'il fallait commencer par un bout, mais on pourra maintenant incrémenter peu à peu. Ouais. Alors, il y a une question sur l'Italie. Est-ce que l'Italie souhaite relancer son programme nucléaire? Mais on a déjà répondu. Ils y réfléchissent. Ils prévoient une feuille de route pour le printemps prochain. Donc, je vais me permettre de faire l'impasse sur cette question. Ah bah, question intéressante. Pouvez-vous nous raconter, enfin, toutes sont intéressantes, mais elles nous rappellent des souvenirs ici. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce rapport? Peut-être Valérie, d'où vient ce rapport? Alors, en fait, il vient du fait que chaque année, il y a le rapport World Industry Report qui est publié par Michael Schneider et qui a à chaque fois des relais importants dans la presse et qui prend des chiffres qui sont sortis de la base prise, enfin un peu les mêmes chiffres que nous, mais avec une tournure très négative et un log de tout ce qui ne va pas dans l'industrie nucléaire dans le monde. Donc, on voulait produire un contre-rapport avec une vision positive, en fait, d'autant plus qu'on est en pleine relance. Donc, après, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans le rapport dans le monde. Donc, il n'y a pas de rapport en français, donc on va publier en français, quitte à ce qu'on traduise en anglais. On a toujours d'ailleurs l'ambition de traduire ce rapport en anglais. Et avec un prisme comme je l'ai dit, positif sur la relance, et puis aussi un prisme européocentré. Voilà. Et donc, on pense qu'on est complémentaire par rapport aux rapports qui existent, qui sont publiés par WNA, par l'AEA et aussi par le CDENEA. Donc, on a trouvé une place. Voilà. Ça nous a mis un certain temps à la définir. Le point, je pense que vous l'avez vu dans les cartes qu'a montré Gaï, c'est qu'on a décidé de faire vraiment un focus sur les cartes. Parce qu'on trouve quand on regarde les rapports qui sont publiés par l'IFRI, enfin, par tous les think tanks qui travaillent des relations internationales et de géopolitique, il y a un très gros effort sur les cartes et ces cartes permettent de comprendre très vite ce qui se passe dans une région, une géographie. Je pense que vous l'avez vu sur ce qu'a montré Gaïk. Je trouve que par exemple, on regarde la carte des États-Unis, on comprend vraiment leur stratégie, ou même la carte russe, enfin, c'est mes deux cartes préférées. Enfin, je trouve qu'elles ont vraiment un pouvoir d'explication très fort. Donc voilà un petit peu le choix qu'on a fait. Pour tout vous dire, on a mis du temps à l'écrire, à le produire, à trouver notre concept aussi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, on ne va pas pouvoir tout faire. On choisit un certain nombre d'angles et on publie notre première édition. Voilà, et on se donne du temps pour améliorer le rapport sur la seconde édition.
Merci Valérie. Le process qu'on a suivi. Merci beaucoup Valérie. Il reste encore plein de questions, je vois sur la Belgique, sur l'exploitation à long terme, sur différents sujets, sur les constructions en Europe. Il est 13h, on va devoir s'arrêter là. N'hésitez pas à nous écrire pour les questions, on sera ravis de vous adresser le rapport. Donc le rapport est sur le site web de la Sfen, sfen.org, et dans la rubrique Nos travaux. Si vous avez du mal à les trouver, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse de la Sfen ou à moi, ludovic.dupin@sfen.org, on vous l'enverra directement avec plaisir. Merci Gaïk, merci Valérie pour votre présentation, merci à tous pour vos questions et on se retrouve très vite pour de nouveaux webinaires sur d'autres sujets et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.